Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu plus futile que celui de la semaine dernière où nous avons parlé de Pâques et de la Semaine Sainte. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé une belle fête de Pâques. Aujourd'hui, nous allons parler de vêtements et de mode. Je vais essayer d'en parler avec un angle peut-être un peu plus original ou en tout cas surprenant, qui peut-être essaiera de faire ce sujet quelque chose de moins futile qu'il n'y paraît. Et je voudrais aussi, avant toute chose, encore une fois, remercier ceux qui m'ont écrit suite au dernier épisode, remercier tous ceux qui l'ont écouté, tous ceux qui l'ont partagé, et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui rejoignent l'aventure du retour au réel. Alors avant de commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'aime bien toujours un petit peu introduire les choses en essayant de définir les concepts et du coup donc on essaiera un petit peu avant d'entrer dans le fond du sujet de distinguer la mode, phénomène on pourrait dire particulier dans les sociétés, et puis d'autre part l'habillement. Et pour essayer d'emblée de vous montrer l'intérêt du sujet et de dire qu'il ne s'agit pas forcément d'un sujet si futile qu'il n'y paraît, effectivement, on peut toujours dire que la mode, le vêtement, c'est toujours de l'ordre de l'extérieur, de l'ordre du paraître, de l'ordre finalement du jeu des apparences, et que tout ça, en quelque sorte, est peut être teinté d'une forme d'hypocrisie, ou en tout cas certainement d'une forme de vanité. Certes, c'est vrai. Et en même temps, l'homme, c'est sa condition première, on pourrait dire, depuis le péché originel, si on est chrétien, porte un vêtement. Je vous rappelle, dans le jardin, Adam et Ève sont nus, et cette nudité ne les dérange pas, elle est tout à fait assumée. Voilà, on pourrait dire que de la même manière que les animaux ne portent pas de vêtements, l'homme lui-même, à l'état originel, n'en porte pas. Mais c'est effectivement à travers le péché, à travers la désobéissance à Dieu, que la Bible nous propose une interprétation et une compréhension sur l'origine du fait de chercher à porter, à voiler sa nudité, à la cacher. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre cela ? Déjà comme un phénomène nécessaire. Alors nécessaire, d'une part, effectivement, on peut l'interpréter, c'est une des interprétations chrétiennes de l'origine du vêtement, de dire que comme la nudité suscite une concupiscence, suscite un désir d'ordre sexuel, bien le vêtement est là justement pour l'empêcher. Mais je trouve que cette interprétation, si elle n'est pas totalement absurde et fausse, me semble insuffisante. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on s'habille, et d'ailleurs même de manière chrétienne, uniquement pour voiler son corps à l'autre sexe et ne pas susciter un désir chez l'autre. Il y a plus que ça. Ce serait un petit peu insuffisant de résumer l'origine du vêtement au fait de diminuer la concupiscence et le désir. D'autre part, le vêtement fait toujours l'objet, dans toutes les sociétés, d'une recherche. C'est-à-dire que le vêtement est censé symboliser quelque chose, censé traduire quelque chose. Le vêtement, en quelque sorte, est un langage. En gros, quand on s'habille, on envoie un certain message. Alors le message peut être faux, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, les apparences sont souvent trompeuses, etc. Certes, mais néanmoins, le vêtement sert de code d'échange, de code symbolique dans les sociétés. Et même, entre guillemets, celui qui décide de ne pas accorder d'importance à son apparence, lui aussi, d'une certaine manière, réagit d'une façon particulière à l'égard de l'apparence. C'est-à-dire qu'il décide finalement de délibérément ne pas accorder d'importance à l'apparence, et il envoie aussi un message aux autres.
hein. Donc on ne peut pas, de sa manière, faire fi des apparences. Soit on les subit, soit on les maîtrise, soit on les contrôle, soit on se les approprie, on les transforme. Mais en tout cas, voilà, on est obligatoirement des êtres qui sont sommés, en quelque sorte, d'apparaître au monde. Et donc, du coup, à travers leurs vêtements, eh bien, de faire des choix. Et ces choix seront exposés à l'égard des autres. Et voilà, pourront envoyer un message qui sera plus ou moins juste, plus ou moins vrai. D'autre part, la mode, effectivement, a souvent été considérée comme quelque chose de futile. C'est-à-dire que trop s'occuper de son apparence a été souvent critiqué par les moralistes aux différentes époques comme étant une occupation vile, une occupation futile. Et pourquoi la mode peut être futile ? Parce que forcément, est-ce que ça vaut le coup d'accorder un temps aussi important à des choses qui sont vraiment de l'ordre du détail, qui sont éphémères, passagères, qui sont vraiment de l'ordre des accidents, alors que le plus important finalement c'est le fond. Hein, en quelque sorte, ce qui importe lorsqu'on rencontre une personne, ce n'est pas tant la manière dont elle est habillée ou maquillée, c'est ce qu'elle est fondamentalement, c'est son âme, c'est son cœur. Et du coup, voilà, l'habit peut être considéré comme étant une carapace extérieure, comme une enveloppe hein, qu'on va soigner, mais pour masquer en quelque sorte un défaut hein, à l'intérieur. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait qualifier ça d'une forme de superficialité. Mais rappelons quand même que, qu'on le veuille ou non, il est impossible d'accéder totalement à l'intérieur des autres. Donc forcément, le seul moyen d'accéder à l'intérieur, c'est de passer par les couches extérieures. Donc le vêtement n'est pas nécessairement un mensonge et une vanité. Hein. Il peut être simplement aussi un code, hein, un langage à relativiser, mais un langage tout de même. Donc le souci des apparences ne mène pas nécessairement hein, au mensonge et à la vanité. Il peut être aussi une forme de politesse. Hein. Bien s'habiller, c'est aussi respecter hein, les gens que l'on rencontre. On dit, voilà, souvent quand on va à un dîner important, quand on va dans des lieux importants, eh bien on fait l'effort hein, de bien s'habiller. Donc ce qui sous-entend que lorsqu'on ne le fait pas, eh bien on accorde moins d'importance à ses autres. Donc, ce à quoi je veux en venir, c'est que même si on sait d'emblée qu'il y a quelque chose d'un petit peu vain dans le souci vestimentaire, ce n'est pas non plus une raison pour ne pas en parler, pour ne pas y réfléchir, pour ne pas réfléchir en réalité, c'est ça dont ce sera l'objet un petit peu de ce podcast, à la manière dont nous nous posons par rapport à cette question vestimentaire dans nos vies. Et puis je vais essayer d'aborder ça à travers des dimensions aussi très concrètes et très contemporaines de notre accès à l'achat ou à la fabrication de vêtements. Alors, distinguons du coup la mode de l'habillement. La mode, effectivement, c'est un phénomène toujours par essence passager. Hein, on suit la mode. La mode, ça désigne donc des usages, des tendances, tandis que l'habillement, ça recouvre quelque chose de beaucoup plus vaste, hein, parce qu'à travers l'habillement, il y a toute une culture, hein, et cette culture, elle peut être à la fois tribale, hein, chaque tribu, chaque ethnie a des codes vestimentaires, même les tribus les plus dénudées hein, portent des bracelets, des plumes, des couleurs, des maquillages, etc. Des bijoux ou des tatouages aussi qui indiquent voilà, un certain nombre de codes.
Et puis, on a dans notre culture européenne des costumes qui sont traditionnels, donc souvent propres à un village, propres à une région, propres aussi parfois à un statut, c'est-à-dire celui d'épouse mariée ou de demoiselle, des costumes qui sont liés à une profession et même à une fonction dans la société. Donc, on peut penser à des à l'uniforme du soldat, à la soutane du prêtre, à l'habillement des marins-pêcheurs, des facteurs. Alors, il y a toujours une dimension fonctionnelle, mais pas que. Parce qu'en réalité, pourquoi le prêtre se revêt d'une soutane, ça n'a rien de fonctionnel, en soi, de porter une robe longue, noire, etc. C'est évidemment une signification toute spirituelle. Et puis même si on prend les uniformes militaires, il y a toujours une dimension fonctionnelle dans l'uniforme militaire, mais il y a surtout une dimension de parade. Ce n'est que depuis finalement un siècle et demi que les uniformes militaires, enfin qu'il y a des tenues de combat qui sont camouflées ou kaki, etc. Mais on va dire jusqu'au 19e siècle, même 20e, on voit même encore d'ailleurs au début de la guerre de 14, les tenues de combat sont aussi des uniformes de parade avec des couleurs, etc. Ils ont toute une symbolique. Donc l'habit, et l'habit professionnel d'ailleurs, ne se résume pas à quelque chose de purement fonctionnel. Chaque vêtement est lié à une culture, à une tradition. Il subit des évolutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas même si on va dire que les évolutions au sein des tenues traditionnelles sont beaucoup plus lentes et elles échappent à la mode en partie, néanmoins elles évoluent. Elles ne sont pas totalement figées de manière permanente. Et d'autre part, le costume de métier est souvent lié à toute une histoire des corporations et revêt aussi un statut social. Ça, quand on porte justement sa robe d'avocat, quand on porte un uniforme de police, voilà, il y a aussi une certaine forme de rang social véhiculé par la profession. Et s'il existe effectivement la blouse du chirurgien ou le bleu de travail, tous les vêtements professionnels ne se limitent pas à une dimension purement utilitaire. Dans les sociétés traditionnelles, on remarque que le vêtement a un rôle finalement organisateur, ordonnateur au sein de la société. C'est-à-dire que vous portez telle coiffe, telle ceinture, le vêtement de telle caste, en quelque sorte, et le vêtement, finalement, vous rappelle qui vous êtes, indique aux autres à quel clan ou à quelle classe sociale ou caste, dans un système, en quelque sorte, où il y a des différentes échelles, à laquelle vous appartenez. Et donc, s'il y a une place à la fois dans ce vêtement pour la coquetterie et pour un certain soin et pour une petite part de fantaisie, néanmoins, ce vêtement est le garant aussi d'un ordre dans la société. Il revêt une dimension vraiment communautaire. Si on prend la mode quant à elle dans son histoire, on voit que la mode, dans ce qu'elle peut avoir d'extravagant, a toujours été quelque chose, plutôt un privilège réservé à certaines élites. On voit déjà dès l'époque médiévale, d'ailleurs certains rois même vont aller justement sanctionner et combattre certaines dérives de la mode, où il y a des tendances à des parures qu'on pourrait qualifier d'excessives, des luxes qui sont indécents dans des sociétés où il y a une grande pauvreté. Mais on voit déjà même en fait dans l'Antiquité, il y a toujours eu une grande importance dans les cours royales, on va dire chez des élites, à accorder un soin très important. On voit de même dans l'Antiquité romaine que la manière de porter la toge fait l'objet d'un grand soin chez les hommes, et que les coiffes chez les femmes dans l'Antiquité romaine, elles aussi sont l'objet d'une attention toute particulière.
Et du coup, petit à petit, voilà, cette mode qui est à l'origine quelque chose d'aristocratique va devenir, par imitation, un phénomène très fort au sein de la bourgeoisie, et on le voit en particulier au XIXe siècle, parce que toute la bourgeoisie urbaine imite des modes, les colporte, les nourrit, participe à leur évolution. Mais ce qu'il y a dans la mode, et qui caractérise la mode à la différence de l'habillement, c'est d'une part un souci esthétique, mais surtout et aussi la recherche de la nouveauté, le besoin de se distinguer et paradoxalement aussi de se conformer à des codes pour montrer finalement qu'on appartient à l'élite de ceux qui sont à la mode, et d'une certaine manière on se distingue des ringards, de ceux qui n'ont pas eu le temps en quelque sorte de se conformer à ces codes. Et on en tire évidemment une grande vanité, un grand orgueil. Alors, notre société contemporaine va connaître un certain nombre de bouleversements à l'égard de la mode, et en particulier le phénomène majeur, c'est évidemment la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle va toucher en particulier l'industrie textile. Et en gros, on peut dire que jusque dans les années peut-être 1950-60, le vêtement était toujours l'objet d'une confection en manufacture, et donc souvent, il y a du prêt-à-porter, mais la plupart des costumes sont du sur-mesure. Et je rappelle, parce que c'est aussi un point intéressant, c'est que le port finalement d'une tenue, on pourrait dire, soignée et un peu élaborée, c'est-à-dire avec une veste, un gilet, éventuellement des bretelles, des bas, des guêtres, etc., surtout un chapeau, n'était pas le privilège d'une bourgeoisie, c'était le lot de toutes les classes sociales jusque dans les années 1960. Moi, j'ai un grand-père qui était vraiment pas du tout issu, qui n'était pas un bourgeois, et qui était plutôt d'une classe moyenne relativement humble. Il portait des costumes sur mesure, mais parce qu'en fait tout le monde à l'époque, quand il allait acheter un costume, passait chez un tailleur tout simplement pour avoir un costume à sa taille. Et donc il y avait on va dire le souci de l'habillement et d'un habillement, on va dire, assez élaboré, avec évidemment sans doute dans le choix, dans l'accès à des matériaux, etc., où il y a évidemment des différences en fonction des classes sociales. Il y a même dans les classes les plus basses une manière de s'habiller qui est quand même très soignée, jusque, on va dire, dans les années 60-70. Les différences, c'est la disparition, petit à petit, des tailleurs dans la confection des vêtements, et l'apparition de produits de masse, en particulier le t-shirt, qui vont révolutionner l'habillement. C'est-à-dire qu'en gros, à partir des années 70, quasiment tout le monde ne porte plus que du prêt-à-porter. Et la confection va petit à petit s'exporter sous le processus de la mondialisation, c'est-à-dire qu'en gros, les zones géographiques doivent se spécialiser, et c'est l'Asie en particulier qui va se spécialiser dans la confection de textiles, à tel point qu'aujourd'hui en France, il y a évidemment, heureusement, depuis les années 2010, un renouveau du Made in France, mais ça reste quand même quelque chose de très très marginal en termes de production textile, par rapport aux besoins et même aux capacités de notre pays. Je raconte juste une petite anecdote, parce que j'avoue, je me suis toujours intéressé et un certain intérêt pour la mode et pour le vêtement, et donc j'avais fait un de mes stages au lycée dans une maison de haute couture. Et à cette époque-là, cette maison, justement, était une des seules et des dernières à essayer de produire en maximum tout ce qu'elle confectionnait en France. Alors, c'était une maison qui faisait aussi du prêt-à-porter, évidemment. Mais je sais que dans ce stage, j'avais découvert qu'en gros, même en voulant conserver des ateliers textiles en France, ça devenait quasiment impossible, parce que, en fait, comme cette maison
passaient donc par des fournisseurs, des prestataires extérieurs. Lorsque ces autres concurrents, qui pouvaient être Kenzo ou d'autres d'autres grandes marques, en fait, lorsque ces concurrents finalement allaient trouver des prestataires en Asie ou en Europe de l'Est, les derniers ateliers français étaient obligés de fermer parce que c'est pas avec un seul client finalement qu'on va pouvoir tenir et persévérer. Donc c'est petit à petit comme ça que la confection française, le Made in France, a disparu de notre pays. Alors aujourd'hui, effectivement, où sont produits les vêtements ? Je pense que vous le savez plus ou moins tous. C'est évidemment l'Asie et la Chine. Petit à petit, c'est elle aussi dépossédée d'un certain nombre de productions pour qu'on trouve toujours une main-d'œuvre moins chère et des ateliers avec une productivité plus intéressante. En particulier, le Bangladesh, le Pakistan, et d'autres régions d'Asie. On a en Europe encore des ateliers importants en Europe centrale, en particulier il y a la Roumanie, Bulgarie, quelques autres dans d'autres pays d'Europe centrale. L'Italie, quant à elle, a réussi à conserver pas mal d'ateliers, notamment dans le cuir, beaucoup de maroquinerie. Mais c'est quand même que le textile européen reste quelque chose d'assez ténu et que la plupart des vêtements sont fabriqués au plus proche en Turquie et pour la grande majorité en Asie. Donc ce qui montre un problème et ce qui introduit vraiment la standardisation du vêtement, puisque comme on produit en masse et à la chaîne, tout devient uniforme, identique. Et puis du coup apparaît aussi une simplification du vêtement à travers l'abandon progressif. Alors c'est pas évidemment un abandon complet et massif. Il y a toujours aujourd'hui une grande partie des gens qui portent une chemise, une veste, etc. Mais l'arrivée du sportswear, du jogging, du jean, des baskets, du t-shirt. Alors encore une fois, je parle de tout ça sans forcément jugement moral. Je pense qu'il y a d'ailleurs un sportswear qui peut être élégant. Il m'arrive aussi de porter des t-shirts et des baskets, mais simplement, on peut quand même objectivement dire que ce courant-là, en tout cas dans l'habillement et dans la mode, manifeste un certain laisser-aller, une forme de perte réelle en termes de sophistication et de recherche peut-être d'une certaine exigence aussi, parce que c'est une tenue confortable et comme on dit décontractée, et forcément l'habit, quand on est corseté, quand on a son col boutonné jusqu'en haut pour y nouer une cravate ou un foulard, une veste, etc., ça implique effectivement de se tenir droit, d'une forme de tenue plus exigeante. Et alors aujourd'hui, où en est la mode ? On voit quand même que la mode est devenue, autrefois elle partait, on va dire, de l'aristocratie pour ensuite descendre dans les classes les plus populaires, mais elle était finalement le fruit d'un génie ou d'un caprice des élites. Aujourd'hui, on voit que la mode, elle est beaucoup plus liée finalement au système de production capitaliste. Concrètement, comment fonctionne la mode ? Il y a des créateurs qui travaillent pour des marques de prêt-à-porter. Ces créateurs vont d'un côté observer des tendances, mais ils vont aussi d'une certaine manière essayer, et c'est d'ailleurs la meilleure manière de s'en tirer dans le marché, ça va être de créer les tendances, de les impulser, et pour ça, ils vont avoir besoin de relais, de ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, ou des stars également. On va essayer de faire en sorte que telle ou telle personnalité qui est en quelque sorte un prescripteur
en termes de mode, eh bien, portent les vêtements de telle ou telle marque. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement gagner des parts de marché grâce voilà, à la nouvelle collection. Et du coup, forcément, la mode est donc de plus en plus éphémère parce qu'elle suit cette logique du capitalisme, cette logique qui est voilà, dans une productivité accélérée et des gains de production, une croissance permanente. Donc forcément, si on veut être dans une croissance permanente, il faut renouveler de plus en plus, il faut faire des choses de plus en plus jetables, de plus en plus éphémères, et les produire dans des quantités les plus importantes possibles. Et évidemment, le désir, quant à lui, doit être suscité par la publicité, par une ingénierie en quelque sorte sociale qui va faire en sorte que même lorsque vous n'avez pas besoin en soi de tel ou tel vêtement, eh bien, vous allez forcément finalement craquer pour le dernier objet un peu tendance qui vous fait qui vous fait de l'œil. Alors, néanmoins, il a existé, et il en existe peut-être encore quelques vestiges aujourd'hui, mais c'est, je pense, quelque chose de très très marginal. Jusque dans les années peut-être 80, 90, ce qu'on a appelé des subcultures, des sous-cultures, qui étaient capables finalement de créer leur propre mode, de s'approprier en quelque sorte un style, de le créer, d'influencer et d'échapper d'une certaine manière aux logiques de marché. On peut penser à la mode des punks, on peut penser à la mode Rasta, à la mode skinhead, si vous connaissez peut-être les gabbers, qui est un courant un peu d'une subculture liée aux musiques électroniques, aux rave parties, donc surtout en fait c'est plutôt localisé en Belgique ou aux Pays-Bas. Voilà, toutes ces subcultures. Même en partie d'ailleurs le rap des années 80-90 était capable voilà, de créer leur propre code et ensuite d'une certaine manière le marché venait essayer de satisfaire cette demande-là, mais c'était pas le marché qui la créait, il y avait une forme d'autonomie. Aujourd'hui, il me semble, et c'est une observation que j'ai partagée avec un certain nombre d'amis, que ces subcultures ont, si elles n'ont peut-être pas totalement disparu, tout ce qui peut en rester est totalement artificiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui encore peut-être lié à cette subculture, honnêtement plutôt des trentenaires et des quarantenaires, quoi. Enfin, en fait, quand vous allez, je discute avec un ami, quand vous allez à un festival de métal, etc., la moyenne d'âge, elle est quand même au-dessus de 30 ans. Donc finalement, voilà, ce sont en fait ceux qui ont connu ces subcultures dans leur adolescence, qui continuent en quelque sorte de s'y intéresser, de les alimenter. Mais en réalité, voilà, pour les plus jeunes générations, il y a une forme de culture de masse qui est totalement un produit de l'industrie culturelle capitaliste et qui fait office de culture, mais c'est une culture individualiste, c'est une culture que les gens ne s'approprient pas, c'est une culture qui, on va dire, est taillée en quelque sorte pour vendre. Alors je suis peut-être un peu sévère, je serais très intéressé d'ailleurs d'avoir des contre-exemples parmi les auditeurs, mais il me semble voilà, qu'en gros ces mouvements de subculture, sinon peut-être pas totalement disparus, sont devenus extrêmement marginaux à notre époque. Alors, pour revenir aussi un peu à la mode, on peut remarquer qu'il y a toujours une forme de paradoxe dans la mode entre le collectif et l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, l'individu va souscrire à une mode pour appartenir au collectif, et en même temps, l'objectif du message publicitaire, et surtout dans l'industrie capitaliste, c'est de donner l'illusion de la singularité. C'est de donner l'impression à l'individu qu'il va choisir et personnaliser son t-shirt, sa paire de baskets, etc. Et être unique et être libre. C'est souvent un certain nombre de messages qui sont illustrés à travers les publicités, alors qu'en réalité, il porte inconsciemment un uniforme. En fait, il obéit à des logiques, il suit un changement sans même s'en rendre compte. Tandis que le vêtement traditionnel, lui, justement, a un côté carcan, c'est-à-dire qu'en gros, on ne choisit pas la manière dont on s'habille dans sa communauté, dans sa culture. On l'hérite,
hein. Et du coup, l'enjeu, en quelque sorte, n'est pas tant donc, du coup, de consommer, hein. Il est simplement voilà, de porter un code vestimentaire qui reflète une appartenance, hein, et qui échappe, effectivement, dans ce cadre-là, à des logiques de marché, puisqu'il est soumis à des logiques communautaires. Alors, qu'est-ce que peut être notre constat par rapport à tout ça, surtout sur notre attitude à l'égard de la mode et du vêtement? Alors, première chose, je pense, et encore une fois, voilà, vous savez, dans cette émission, pour ceux qui sont habitués, l'objectif n'est pas de donner, d'être voilà, faire une leçon de morale ou de proposer des choses qui sont totalement impossibles et irréalistes. Ce sont plutôt des réflexions que je vous soumets, et puis voilà, des choses que vous pouvez peut-être vous-même d'ailleurs, des idées qui peuvent vous venir en termes voilà, d'attitude, de choses à faire, hein, à l'égard du vêtement et de la mode. Voilà, premier élément que je voudrais évoquer, c'est le fait que la mode est devenu quelque chose de mondialisé, qu'on s'habille grosso modo à peu près partout pareil sur l'ensemble de la planète, hein. On pourrait dire que voilà, le jean, t-shirt, basket est un uniforme universel dans le monde. Et que même d'ailleurs, voilà, le costume cravate, lui non plus, n'a rien d'original, hein. Il est une forme de produit, hein, lui aussi, de la mondialisation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que on pourrait dire oui, ok, très bien. Bah moi, voilà, je suis breton. Du coup, voilà, je vais porter mon costume traditionnel breton. Moi, je suis basque, donc je vais aussi voilà, m'habiller en basque. Mais on va être sincère 2 minutes. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Non, il ne s'agit pas de dire que ces costumes-là sont ridicules, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si aujourd'hui, en 2024, voilà, vous êtes une femme et vous habillez en bigouden dans la rue, vous allez faire rire beaucoup de gens, et vous n'allez pas, enfin, à moins que vous ayez une très grande force de caractère, vous risquez assez peu de tenir longtemps. Donc voilà, soyons un peu réalistes, revenir aux époques antérieures, à nos costumes d'antan. Oui, pourquoi pas à l'occasion de fêtes, de cérémonies, etc. Et d'ailleurs, ça se fait dans certaines régions du monde. J'ai habité pendant un certain temps en Bavière, et je me souviens, tous les dimanches, toutes les familles viennent à la messe avec les femmes en robe traditionnelle, les hommes avec les culottes de peau, etc. Et tous ces vêtements en plus sont codifiés parce qu'on porte des ceintures de telle forme, avec tel type de boucle en fonction du village auquel on appartient, etc. Tout ça, c'est très... les couleurs des chemises, etc. Mais voilà, quand on n'est pas bavarois ou breton, ou basque ou corse, enfin voilà, bon, bref, quand on est dans une région dans laquelle finalement le costume régional a un peu disparu, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Parce que voilà, si on s'habille pour un mariage ou une grande cérémonie, un pèlerinage, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu parler du très beau pèlerinage breton Face des Braces, qui se déroule toujours au mois de septembre à côté de Sainte-Anne-d'Auray. Il y a toute une procession où les gens portent des costumes traditionnels bretons. C'est très bien, c'est une très belle chose, et je trouve ça excellent. Mais voilà, comment est-ce qu'on s'habille le lundi quand on rentre chez soi ou quand on va au travail ? En fait, une idée que je soumets, c'est peut-être d'une certaine manière d'essayer de réintroduire des éléments et des inspirations traditionnelles dans un dressing contemporain. Et on voit en fait que parfois, d'ailleurs, ça se fait tout seul, hein. On voit qu'en ce moment, il y a une certaine mode du béret, hein, qui revient, alors que le béret, voilà, était vraiment quasiment porté dans toute la France par voilà, nos arrière-grands-pères, hein. Dans certaines époques, on pourrait dire la bourgeoisie urbaine appelait ça voilà, la bouse que
les paysans portaient sur la tête. Donc il y a une forme de mépris aussi à une époque à l'égard du béret. Mais voilà, en fait, le béret revient, il devient un peu un symbole de la France, de la même manière que la marinière ou des choses comme ça. Eh bien voilà, je trouve que c'est plutôt des bonnes choses, des choses assez sympathiques de voir réapparaître. C'est des vêtements iconiques, et on pourrait imaginer d'autres vêtements iconiques qui peuvent être tout à fait s'intégrer dans un dressing contemporain, avec un gilet, certaines peut-être formes de vestes, arriver peut-être à recréer, en s'inspirant finalement d'habits traditionnels, une mode française, une mode régionale, mais qui en fait est à inventer. Voilà. Donc je soumets, s'il y a parmi vous des créateurs, des créatrices, des couturiers, peut-être de travailler dans ce sens-là. Je pense que ça pourrait être intéressant pour ne pas tomber dans le ridicule, dans le folklorique, et en même temps de sortir de cette mondialisation aseptisée qui efface toutes les différences, toutes les particularités, toutes les traditions. Deuxième idée que je voudrais vous soumettre, c'est peut-être une prise de recul par rapport à la société de consommation. C'est qu'on est vraiment, et ça je pense que beaucoup de personnes le disent aujourd'hui, et en même temps, on a beau le dire, le dénoncer, on est souvent quand même aussi complice et coupable de tout ça. C'est qu'on est dans une dimension toujours très consumériste, et une mode, on appelle ça la fast fashion, comme le fast food, une mode jetable, éphémère, et de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez dans des enseignes comme H&M, Zara, Célio, toutes ces grandes enseignes que vous retrouvez dans tous les centres-villes urbains d'Europe, vous portez des vêtements qui sont faits pour être portés un mois, qui ont été faits dans des usines sordides, et du coup, que vous allez, vous allez acheter des vêtements pas chers, mais vous allez devoir en racheter très régulièrement. Et c'est, je sais plus qui dit ça, c'est Oscar Wilde, ou en tout cas, c'est une petite maxime que j'ai déjà entendue, mais que je trouve intéressante, qui dit « Moi, je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché ». Et c'est vrai que parfois, réfréner son désir et se dire « Je vais acheter moins, mais je vais acheter mieux », c'est quand même une piste de solution. Et c'est sûr que ça peut être un frein, de se dire « Tiens, si j'achète une paire de chaussures pour homme à 350, 400 euros, alors que je peux en acheter à 70, 80 euros, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais c'est sûr aussi que la paire de chaussures, a priori, ne sera pas non plus du tout de la même qualité. Moi, on m'avait offert pour mes 20 ans une paire de chaussures d'une marque d'un bottier de très bonne qualité, etc. Cette paire de chaussures que j'ai eu pour mes 20 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, je l'ai toujours. Elle est toujours en bon état, il m'est peut-être déjà arrivé de la faire ressemeler. J'en ai pris soin, certes, mais c'est des chaussures que je peux toujours mettre aujourd'hui sans aucun problème. Elles ne font pas fatiguer ou user. Donc ça, c'est quand même en fait un investissement sur le long terme. Donc peut-être essayer de réfréner son désir, de peut-être se couper effectivement des sources publicitaires qui nous incitent à acheter en permanence. Et puis, autre chose, c'est peut-être il y a cette possibilité aussi d'acheter de l'occasion. On peut voir effectivement que, et en plus justement, souvent les vêtements de qualité peuvent être vendus d'occasion, alors qu'en fait, une fripe de chez H&M, en fait, si vous l'avez portée 6 mois, 1 an, vous pouvez essayer de la revendre, ça n'a aucune valeur. Donc il existe des friperies où on vend des vêtements parfois un peu plus anciens, mais de bonne qualité. Il y a des sites internet évidemment où on peut acheter des vêtements d'occasion. Ça permet déjà d'éviter d'alimenter en quelque sorte ce cercle de la productivité et du gaspillage permanent. Et puis de chercher. Je vous invite à essayer de vous concentrer sur les matières, d'acheter des belles matières, de la laine mérinos, des vrais cuirs, des
même au niveau des cotons, voilà, il y a vraiment un peu une attention à avoir sur les matériaux. Et voilà, retrouver peut-être un peu le sens du beau, de l'élégance. Troisième idée, c'est celle du patriotisme économique. Effectivement, voilà, si on peut essayer de soutenir les initiatives économiques locales, c'est quand même toujours mieux. Alors, je sais bien, encore une fois, que c'est toujours évidemment plus cher, donc c'est toujours un sacrifice, mais voilà, on est quand même tous conscients, j'espère, que voilà, il y a quand même une importance à essayer de soutenir ce qui est produit en France. Et il y a des choses quand même qui restent quand même abordables. Enfin, moi, je sais que je sais plus. Enfin, il y a pas très longtemps, j'avais acheté des paires de chaussettes parce qu'à force de voilà, je suis un peu nul pour repriser mes propres chaussettes. C'est ce que faisaient nos aïeux. Donc voilà, au bout d'un moment, quand elles sont trop trouées, j'avoue que je les utilise comme vieux chiffon. Et voilà, j'ai trouvé des chaussettes fabriquées en France pour des prix tout à fait raisonnables, quoi. Enfin, genre, on paye pas ça 100 fois plus que des chaussettes faites dans des pays étrangers. Donc voilà, il y a des petites choses sur lesquelles on peut voilà, même si on n'achète pas tout sur du fabriqué en France, et puis de toute façon vous ne trouverez pas tout fait en France, mais voilà, il y a aussi certaines marques. Je pense à Saint-James, etc. Voilà, où vous avez des pulls encore fabriqués en France. Enfin, j'espère pas me tromper. Vous vérifierez, mais voilà. Et puis il existe des sites internet. Je crois que c'est la carte du Made in France où vous pouvez retrouver, recenser un petit peu tous les producteurs textiles, ou vêtements, ou bijoux, etc. qui font en France. Il y a aussi la possibilité, pour ceux qui savent coudre, de faire soi-même. J'ai quelques amis qui achètent des patrons et vont coudre leurs propres vêtements. Alors souvent des femmes qui coudent leurs propres robes ou les propres vêtements des enfants. C'est sûr que c'est vraiment quelque chose d'excellent à cultiver et à développer, quoi. Vraiment, quand on a la fibre pour la couture, en fait, c'est quand même un peu un mode de vie ancestral et qu'on a toujours eu, quoi, d'être capable de faire ses propres vêtements. Alors voilà, un autre point, c'est évidemment un équilibre à trouver dans l'habillement entre l'esthétique et la futilité, la coquetterie et le ridicule. On voit déjà que cet excès a toujours fait l'objet de condamnations, de moralistes, de l'Église, etc. Et en même temps, dans le cas contraire, le fait d'avoir une forme de mépris complet de la tenue, du vêtement, de l'habillement, je trouve, c'est mon opinion, mais que c'est un manque de politesse. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il est important pour les autres, pas simplement pour soi, que de faire un effort. Je pense que c'est très important, tant pour une femme, pour son mari, et même pour elle, de faire attention à elle. Et pareil pour un homme, je pense que c'est important, mais il ne s'agit pas on fait pas ça pour séduire autrui ou mais même pour les autres, d'être coiffé, d'être propre sur soi, etc., etc. Ça me semble être une politesse, une civilité, qui fondamentale. Alors ça n'implique pas, encore une fois, de tomber dans la superficialité, le ridicule. Je pense qu'en particulier pour la mode masculine, il y a un équilibre qui se trouve assez facilement entre la négligence et le dandysme. Et on peut tout à fait trouver un juste milieu en portant des vêtements qui peuvent avoir une certaine forme de rusticité, mais sans qu'ils soient négligés. Je pense que cet équilibre peut s'incarner de manière différente, quoi. Enfin, il n'y a pas une seule manière de s'habiller, au contraire. Mais je pense qu'on peut faire un effort. Et cet effort passe dans une certaine attention. Alors après, il y a une question de goût, et là, il y a des goûts qui sont différents, mais le goût, ça s'éduque. Je pense aussi, notamment dans la manière, quand on est parent, je pense qu'il est très important d'accorder
une place à l'habillement des enfants et voilà, de leur acheter des vêtements qui sont beaux et voilà, parfois même de refuser certaines choses. Voilà, et en plus, je pense qu'on peut tout à fait, surtout en plus, on trouve facilement des vêtements d'occasion pour enfants, parce qu'en plus, ils sont moins usés, parce qu'ils sont portés moins longtemps, parce que les enfants grandissent vite. Voilà, il ne s'agit pas encore une fois de dépenser des sommes folles là-dedans, mais on peut voilà, habiller ses enfants avec goût sans que ce soit déraisonnable. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire sur l'harmonie des couleurs, sur le refus de l'indécence et du mauvais goût. Et puis, voilà, peut-être de chercher à parfois voilà, faire cet effort vestimentaire. Je pense qu'on peut trouver une certaine forme d'élégance qui peut passer par voilà, des pièces, on pourrait dire, assez modernes ou contemporaines, que ce soit le t-shirt, les baskets, etc. Mais je pense qu'il faut aussi, en certaines occasions, s'obliger à être un peu plus guindé, à porter voilà, une chemise, une veste, un foulard, une cravate, voilà, de faire cet effort, pas simplement pour soi, mais aussi pour les autres, parce que c'est aussi voilà, un certain sens de la tenue à cultiver et qu'on a perdu. Je pense qu'on peut aussi, voilà, pour aller dans cet équilibre vestimentaire, d'essayer un petit peu de faire sa garde-robe en mettant un peu de prix, mais pour des pièces qui sont iconiques. Ça se dit en gros, voilà, je ne vais pas acheter... alors c'est plutôt féminin, hein, la tendance de dire voilà, je vais acheter la dernière robe qui est sortie chez tel ou tel fabricant, alors, elle coûte très cher en plus, voilà, etc. Mais de se dire finalement, voilà, je vais plutôt mettre une somme un peu importante et dans des vêtements de qualité, mais sur des pièces qui sont intemporelles, quoi. Je veux dire, voilà, enfin, je pense que chez toute femme, voilà, il y a un peu des classiques, hein, de tel type de jupe, voilà, en fonction des tailles, ou tel type de pull, tel type de gilet, etc., qui sont un peu des choses indémodables, qu'on peut porter un peu avec tout, etc. Et là-dessus, on peut se permettre, voilà, peut-être de mettre un peu plus d'argent pour avoir des choses de meilleure qualité. Et c'est pareil pour les hommes, quoi. Enfin voilà, un peu les éternels classiques, voilà, le pull Saint-James, c'est un peu un classique indémodable, voilà, voilà, une veste en tweed, voilà, telle ou telle pièce, voilà, qui sont voilà, des pièces un peu fondamentales à avoir dans son dressing et pourquoi pas, justement, si on est amené à les porter très souvent, de qualité. Et voilà un petit peu pour cette réflexion autour du vêtement. Je pense que voilà, si dans le christianisme, on a eu parfois cette tendance à le considérer comme étant simplement l'objet qui permet de masquer son corps et inciter beaucoup à la modestie, c'est vrai. Je pense qu'il y a une certaine forme voilà, il faut éviter l'indécence. Mais je pense qu'il peut y avoir parfois une tendance aussi un peu trop janséniste, au sens très moderne du terme, à s'habiller comme des sacs, quoi. Enfin, en fait, pour moi, je veux dire, justement, c'est peut-être le propre de l'islam, hein, que de voiler les femmes. Et ça m'arrive parfois, effectivement, dans certains milieux chrétiens, dans certaines églises, d'avoir l'impression que certaines femmes ont été bâchées, quoi. Enfin, en fait, voilà, je trouve que c'est un peu dommage, parce que je pense que dans notre culture européenne, française, il y a une place qui doit être juste et modérée et tempérée, mais pour l'élégance, pourquoi pas pour une certaine coquetterie, et je pense que ça n'a rien de mauvais, il faut juste le mettre à sa place, savoir qu'effectivement, ça fait partie des choses un peu vaines, mais c'est comme la gastronomie, c'est comme la cuisine. Évidemment que soigner sa cuisine, faire des bons plats, des choses sophistiquées, etc., ça peut paraître un peu vain, un peu superficiel, mais bon, enfin, ça fait partie de notre culture et il faut aussi, enfin voilà, je veux dire, ça n'empêche pas en fait au quotidien peut-être
de manger de manière assez sobrement, d'avoir une certaine forme de tempérance, et aussi d'être capable de savoir reconnaître une certaine forme d'excellence dans les différents domaines esthétiques ou culinaires. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions que je vous ai soumises pourront porter du fruit. Peut-être vous ai-je choqué dans ce que j'ai pu évoquer. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que ce choc sera salutaire et l'objet de discussions. Je vous retrouve à la semaine prochaine où j'aurai un invité dans l'émission. N'hésitez pas toujours à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets d'émission et je vous dis à la semaine prochaine.